à tous et bon réveil. J'espère que vous avez bien dormi. Merci d'avoir choisi i24 News et le Morning pour vous informer. Ce matin, on est ensemble pour 2 heures d'actualité en direct depuis Tel Aviv. On démarre avec les grands titres à la une des journaux de notre région. Cyril, bonjour. On démarre avec les journaux israéliens ce matin. Plus de peur que de mal à Jérusalem hier après l'incendie ravageur dans la capitale israélienne. Bonjour Barbara, bonjour. Il aura donc fallu plus de 5 heures aux pompiers pour dompter le feu, l'incendie de forêt qui a éclaté hier après-midi dans la forêt d'En Kerem près de Jérusalem. Au total, donc 3 quartiers de la ville qui ont été évacués et des flammes qui, selon le journal Israël Hayom, sont arrivées jusqu'aux portes du mémorial de Yad de la Shoah à Yad Vashem. Et le journal s'interroge ce matin sur l'origine de l'incendie. S'agit-il d'une simple négligence, d'un barbecue mal éteint ou bien d'un acte criminel? La police, nous dit le journal, a d'ores et déjà ouvert l'enquête. Et les journaux israéliens reviennent ce matin également sur la visite du président Shimon Peres aux États-Unis. C'est la dernière avant qu'il ne quitte ses fonctions dans un mois à peu près. Exactement, c'est une visite qui fait ce matin la une du quotidien israélien en langue anglaise de Jerusalem Post. Durant son entretien avec son homologue américain, le président sortant a demandé une dernière fois la libération de Jonathan Pollard, une demande que Barack Obama s'est engagé à soumettre au procureur général. Et consulté par le journal en langue anglaise, vous le voyez, plusieurs députés se sont déclarés confiants sur les chances de voir Jonathan Pollard fouler très prochainement le sol israélien. Et pour sa dernière visite officielle, l'inlassable artisan de la paix ne pouvait pas ne pas évoquer le processus de paix avec Barack Obama, écrit le Maariv. Il faut renforcer, a-t-il dit, le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, un président palestinien qui, selon Shimon Peres, est un véritable partenaire pour la paix. Et justement, en parlant de paix, ou plutôt d'échec du processus de paix, Paris, le Quai d'Orsay monte une nouvelle fois au créneau sur le caractère illégal des implantations juives de Cisjordanie. Oui, aujourd'hui, il n'y a que le journal de gauche Haaretz pour l'évoquer ce matin. La France a mis en garde ses ressortissants contre les risques juridiques et économiques d'investissement dans les implantations juives situées dans les territoires palestiniens, mais également sur le plateau du Golan occupé selon le Quai d'Orsay, en rappelant que celle-ci était considérée comme illégale en vertu du droit international. C'est un avertissement qui, selon le quotidien Haaretz, ferait partie d'une stratégie commune concertée entre 5 pays européens, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la France, l'Italie, mais également l'Espagne, après l'échec des pourparlers de paix israélo-palestiniens en avril dernier et la relance de la construction massive en Cisjordanie. Voilà pour la presse israélienne. Dans le reste de la région, on continue de parler ce matin dans les journaux évidemment de l'Irak où l'heure n'est, semble-t-il, toujours pas un règlement. Ah oui, c'est le Premier ministre irakien, Nouri al-Maliki, qui visiblement restait insensible aux demandes expresses de John Kerry de former un gouvernement d'union nationale. Et dans une allocation télévisée hier soir, dont se fait l'écho ce matin le journal qatari Al-Arabi El-Jadid, le chef du gouvernement chiite a tout simplement exclu à ce stade la formation d'un cabinet d'union nationale en Irak. Le journal qui annonce par contre que près de 250 000 soldats irakiens ont été dépêchés à Bagdad pour sécuriser la capitale contre une possible offensive des insurgés de l'EIL, l'État islamique en Irak et au Levant. Alors les fondamentalistes sunnites justement qui auraient trouvé ce matin, selon le Yediot, un moyen original de lever des fonds sur internet. Vous allez le voir sur des sites indonésiens principalement. Le mouvement propose à ses fans d'acheter des t-shirts à l'effigie de l'organisation. Donc voilà Barbara, si vous voulez aussi être une moudjahidine ou faire la collection de ces petites figurines, elles sont toutes mignonnes. Produits dérivés. Voilà, produits dérivés. Petites figurines d'islamistes du Daesh, vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est donc en ligne et c'est pour la modique somme. En tout, ça va, je crois, entre 1 et 13 $, quelque chose comme ça. Donc, voilà. On aura tout vu. Allez, on termine avec un peu de culture. Cyril, ce soir, Tel Aviv va faire nuit blanche. Oui, ce soir, Tel Aviv, la ville blanche, elle va faire nuit blanche, car le blanc, c'est la couleur la plus chaude. Écrit ce matin le quotidien populaire Yediot Aharonot, un événement qui, vous le savez, commémore le classement par l'UNESCO de la ville au patrimoine mondial de l'humanité. Alors au programme, concerts, spectacles de rue, menus spéciaux dans les restaurants, danse folklorique même, israélienne mais aussi irlandaise, et puis un petit shopping nocturne ici, pas très loin de nos studios, Barbara, dans les puces de Tel Aviv, sans oublier la Big Cask Party sur la place Rabin
vous savez, cette fameuse dance party où on met un casque et où tout le monde danse jusqu'au bout de la nuit. Alors, et puis, dans le supplément culturel de Haaretz, j'ai vu ce matin des œuvres qui ont retenu toute mon attention. Vous allez le voir, elles sont signées Ami Shimoni. C'est un étudiant de l'école des beaux-arts israélienne, Betzalel. Et le jeune artiste a imaginé à quoi auraient ressemblé les grands dirigeants israéliens s'ils avaient été des hipsters. Vous savez ce que c'est les hipsters? Barbara, ce sont ces jeunes de 18 à 25 ans qui prônent le vintage et qui sont au sommet des tendances branchées. Voilà ce que ça donne. Je vous laisse apprécier. On voit ici The Sharon, Ariel Sharon, donc l'ancien Premier ministre israélien, ou bien Shimon Peres, avec un joli foulard, Peres 2023 sur Facebook, ou encore Goldie, la jeune Goldie avec la clope au bec, Golda Meir, vous l'aurez reconnu évidemment, et encore Begin You, c'est évidemment Menachem Begin, le Premier ministre mythologique du Likoud, et enfin, on se devait de finir avec David Ben Gurion, le premier ministre de l'État d'Israël, avec des superbes lunettes de soleil et une superbe chemise ananas. Voilà des photos que vous retrouverez, enfin des œuvres d'art que vous retrouverez le mois prochain à Betzalel dans le cadre d'une grande exposition sur des anciens étudiants de l'école. Dror, elle vous inspire quoi ces photos? Oui, effectivement, en tant que spécialiste de la politique israélienne et un petit peu hipster à mes heures perdues, je ne peux qu'apprécier le travail de cet artiste. Et ancien héros solomitain. Oui, en plus. Merci beaucoup Cyril, on se retrouve tout à l'heure. On parlera d'une drôle d'alliance entre les Kurdes et Israël. Et au cœur de cette lune de miel, le pétrole. Toutes les explications avec vous un peu plus tard. Merci. Nous sommes le jeudi 26 juin, vous êtes sur i24 News. Voici les grands titres à la une de l'actualité ce matin. Shimon Peres reçu avec les honneurs à Washington pour sa tournée d'adieu en tant que président d'Israël. Il recevra aujourd'hui la plus haute distinction politique américaine, la médaille d'or du Congrès. Hier, Barack Obama lui a assuré qu'il ferait tout son possible pour faire avancer le retour chez eux des 3 otages israéliens. Diplomatie toujours, on l'a évoqué dans la revue de presse il y a un instant, la France met donc en garde contre les investissements en territoire disputé. Cisjordanie, Jérusalem-Est et plateau du Golan, le Quai d'Orsay avertit des risques liés à ce genre d'activité économique. Ces décisions auraient été décidées conjointement avec l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie et l'Espagne qui devraient suivre le pas. L'image du jour, triste image, ce feu de forêt gigantesque en plein cœur de Jérusalem. 2 quartiers de la capitale israélienne ont été totalement évacués hier après-midi. Après plusieurs heures de paralysie de la ville, l'incendie a été finalement maîtrisé. La piste criminelle est envisagée. En football, ça y est, la France et la Suisse qualifiées pour les 8e de finale. Les Bleus se sont assurés de la première place du groupe E grâce à un nul 0-0 contre l'Équateur. Les Suisses ont décroché le 2e billet du groupe en battant le Honduras 3-0. L'Argentine a pour sa part souffert pour s'imposer face à 2 valeureux Nigérians 3-2. Mais Nigeria est toutefois qualifié après la défaite de l'Iran face à la Bosnie-Herzégovine, toujours hier, 1-3. C'est donc la dernière visite officielle de Shimon Peres aux États-Unis. Dror Even-Sapir, notre analyste politique, on va en parler avec vous. Le président israélien s'est entretenu hier avec son homologue américain Barack Obama et il a été question évidemment de tous les grands dossiers du Moyen-Orient. Oui, dernière visite effectivement officielle pour Shimon Peres qui va quitter ses fonctions dans quelques semaines et qui sera remplacé par Reuven Rivlin, et une rencontre hier à la Maison-Blanche avec Barack Obama qui s'est passée dans une atmosphère très, très détendue et amicale. On sait que Barack Obama et Shimon Peres s'entendent bien. Ce n'est pas forcément le cas de Barack Obama et de Benjamin Netanyahou. Il y a eu des échanges de plaisanteries. Shimon Peres a dit qu'il ne regrettait pas de quitter la présidence de l'État d'Israël parce qu'il pensait que la présidence était un peu une cage dorée. Et Barack Obama lui a répondu qu'il ressentait exactement la même chose. Alors ça, c'est pour le petit clin d'œil. Mais maintenant, effectivement, les grands dossiers ont été abordés. Shimon Peres a demandé une nouvelle fois à Barack Obama de libérer Jonathan Pollard, l'espion américano-israélien en prison aux États-Unis depuis 1985. Et donc on sait que l'état de santé est des plus préoccupants, avec une nouvelle approche sur le plan juridique qui accompagne cette demande de Shimon Peres. Et Shimon Peres est resté très
très discret sur la nature de cette nouvelle approche juridique concernant Jonathan Pollard, à la demande même de l'épouse de Jonathan, Esther Pollard. La demande de Barack Obama s'est contenté d'affirmer que cette demande allait être transmise au ministre américain de la Justice. Et puis sur les dossiers moyen-orientaux, il a été question bien évidemment du rapt des trois jeunes adolescents. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, Barack Obama a promis que les États-Unis allaient tout faire pour aider Israël dans ses recherches. Il a été question également de l'Irak, du dossier irakien. Et là, Shimon Peres est sur la même longueur d'onde que Barack Obama. En fait, il a approuvé la politique un petit peu d'hésitation de Barack Obama en affirmant que ni Israël ni les États-Unis ne pouvaient régler tous les problèmes du Moyen-Orient et du monde arabe. Donc un peu la même politique d'hésitation. Et puis Shimon Peres a quand même dit quelque chose d'assez intéressant. Il a dit qu'il fallait reconnaître l'existence d'un État kurde, d'un Kurdistan indépendant au nord de l'Irak. C'est une approche assez nouvelle et qui prend un écho encore plus intéressant lorsqu'on se souvient que très récemment, le Kurde a fourni pour la première fois du pétrole à Israël. Voilà, on va en reparler avec Cyril dans un instant. Évidemment, cette question kurde va être d'actualité dans les jours qui viennent. Alors, autre dossier sur lequel les deux présidents ont peut-être été un petit peu moins d'accord, c'est le nucléaire iranien. Non, sur le nucléaire iranien, plus ou moins la même approche entre Israël et les États-Unis, entre Shimon Peres et Barack Obama. Vous savez qu'on s'approche de la conclusion, en principe, des discussions entre le groupe des six grandes puissances et l'Iran sur le nucléaire iranien. Et Barack Obama a réaffirmé, comme il l'avait dit à plusieurs reprises, que les États-Unis ne laisseraient pas l'Iran devenir une puissance nucléaire. On sait que ce genre de message ne convainc pas les responsables israéliens, Benjamin Netanyahou au premier chef. Et puis, Shimon Peres, là, a adopté en fait la position qui est celle, effectivement, d'Israël, Benjamin Netanyahou également, à savoir que sur ce dossier, il faudrait s'inspirer du règlement du problème des armes non conventionnelles, des armes chimiques syriennes. Qu'il fallait s'inspirer de ce modèle pour régler le problème du nucléaire iranien. Et le modèle syrien, le modèle des armes chimiques syriennes, on le sait, c'est démantèlement total de l'arsenal chimique syrien. Tolérance zéro. Tolérance zéro. Et pour Israël, concernant le nucléaire iranien, c'est évidemment la même chose. Là-dessus, Shimon Peres dit ce que dit Benjamin Netanyahou et Barack Obama n'est peut-être pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Alors, autre dossier là où Shimon Peres a pris ses distances avec son Premier ministre, c'est évidemment le processus de paix. Et ce n'est pas la première fois que Shimon Peres exprime une voix différente de celle du Premier ministre Netanyahou. Shimon Peres a qualifié Mahmoud Abbas de partenaire pour la paix, de partenaire courageux pour la paix. C'est intéressant parce que là, on s'approche de la fin du mandat de Shimon Peres et on peut constater une évolution dans les relations entre Benjamin Netanyahou et Shimon Peres sur ce dossier, justement, sur le dossier israélo-palestinien. Il y a quelques années, après le discours de Bar-Ilan, ce fameux discours à l'université de Bar-Ilan dans les environs de Tel Aviv, où Benjamin Netanyahou, pour la première fois, a prouvé le principe des deux États pour les deux peuples, le principe d'un État palestinien aux côtés d'Israël. Eh bien, Shimon Peres était véritablement convaincu que Benjamin Netanyahou allait se rapprocher de lui idéologiquement et consentir à des compromis importants pour parvenir à la paix avec les Palestiniens et pour parvenir à l'établissement d'un État palestinien aux côtés d'Israël. Sur ce point-là, Shimon Peres a été très probablement déçu par Benjamin Netanyahou, désenchanté par Benjamin Netanyahou, et on peut ressentir en analysant les propos du président israélien, effectivement, dans des termes diplomatiques, mais tout de même un désenchantement croissant par rapport aux espoirs qu'il avait placés en Benjamin Netanyahou, et c'est peut-être une des principales évolutions du mandat de Shimon Peres. Et c'est pour ça qu'il est tant apprécié, Dror, aux États-Unis. Si on tente de faire un mini-bilan diplomatique en 1 minute, il va recevoir aujourd'hui la médaille d'or du Congrès. Pourquoi il est tant apprécié là-bas ? On a toujours dit de Shimon Peres qu'il était davantage apprécié à l'étranger qu'en Israël même. C'est peut-être un peu moins vrai maintenant parce que c'est un président populaire. Il a été un président populaire. Effectivement, aux États-Unis, en Europe, on apprécie beaucoup les positions de Shimon Peres sur le processus de paix. Alors, il y a fort à parier que si Shimon Peres était Premier ministre aujourd'hui, les Israéliens, dans leur assez grande majorité, ne le suivraient pas dans sa politique de compromis qu'il aimerait mener sur le dossier palestinien. Mais ça, encore une fois, ça reste un président populaire, et à l'étranger, il est effectivement perçu toujours comme le monsieur paix d'Israël, le monsieur processus de paix en Israël.
Et pour Israël et pour Benjamin Netanyahou, ce sera un véritable défi parce que le successeur de Shimon Peres, Reuven Rivlin, n'a pas cette image-là. Il est considéré comme étant un dur. Et Shimon Peres, même si Shimon Peres et Benjamin Netanyahou n'étaient pas, encore une fois, tout à fait dans le même état d'esprit concernant le processus de paix, le fait que Shimon Peres était à la présidence de l'État et qu'il était donc l'un des visages d'Israël sur la scène internationale, était très précieux pour Benjamin Netanyahou parce que ça permettait à Israël de garder une image de... Ce qui ne sera peut-être pas le cas de Rivlin. Pour finir, Dror, Shimon Peres n'est plus un jeune homme, mais il garde toute sa vigueur. Est-ce qu'on a une idée de ce qu'il va faire en quittant la présidence dans un mois ? Alors, il y a la Fondation Peres pour la paix. Shimon Peres va rester actif, on va l'entendre. On va l'entendre sans doute avec plus de vigueur même qu'auparavant parce qu'il sera délié de ses obligations protocolaires. Donc on peut s'attendre à un Shimon Peres même plus mordant, peut-être encore plus critique contre Benjamin Netanyahou. On vient d'en parler qu'au cours de ces 7 ans passés à la présidence de l'État, Shimon Peres, jeune homme de 91 ans, on va continuer à entendre parler de lui. Jeune homme de 91 ans, merci beaucoup Dror d'être passé nous voir ce matin. À suivre dans le morning depuis l'enlèvement des 3 jeunes Israéliens. Tzahal, vous le savez, ratisse le terrain. Parmi les personnes recherchées, 2 suspects principaux. Ils ont disparu le même jour que les adolescents. Et i24 News a rencontré le père d'un d'entre eux. Entretien après un nouveau journal. Restez avec nous. Merci d'être avec nous sur le plateau du Morning. Depuis l'enlèvement des 3 jeunes Israéliens, vous le savez, Tzahal ratisse le terrain et parmi les personnes recherchées, 2 suspects principaux. Ils ont disparu le même jour que les adolescents. i24 News a rencontré en exclusivité le père d'un de ces 2 suspects. C'est un reportage signé Paul Martin avec Maxime Perez et Ethan Haddock. Et on va en reparler juste après avec vous, Ali Waket. Pour Israël, la traque du Hamas en Cisjordanie est étroitement liée à l'enquête qui vise à retrouver les 3 adolescents israéliens kidnappés le 12 juin dernier. Jusqu'ici, plus de 350 Palestiniens ont été arrêtés dans les opérations, essentiellement des membres du mouvement islamiste. Mais d'autres courent toujours sur la liste de suspects. 2 d'entre eux attirent l'attention des services de renseignement. 2 Palestiniens qui, depuis le soir du rapt, n'ont plus donné signe de vie. Le premier, Moussa, est issu d'une puissante famille de Hébron, associée au Hamas. En 10 jours, tous ses frères ont été arrêtés et les soldats sont venus plusieurs fois inspecter la maison, comme le montrent ces images tournées par la télévision palestinienne. Car sur place, notre équipe a été froidement reçue. Nous nous rendons dans un autre quartier de Hébron, dans la maison du second suspect. Depuis une dizaine de jours, sa famille est sans nouvelles d'Ahmed, 25 ans, connu comme un militant du Hamas. Face caméra, son père nous livre son témoignage. Jeudi, mon fils et moi sommes allés à un mariage à 8h du soir. C'était le mariage d'un cousin. Vers 10h, j'ai demandé où se trouvait Ahmed et on m'a dit qu'il était sûrement rentré à la maison. Nous sommes donc partis dormir, ma femme et moi, vendredi. Le lendemain, impossible de le retrouver. Dans les années 90, le père d'Ahmed a passé 22 mois dans les geôles israéliennes. En 2005, l'un de ses fils avait trouvé la mort lors d'affrontements avec l'armée. Il fabriquait des explosifs pour le compte du Hamas. Pas de quoi le convaincre que son fils Ahmed ait suivi la trace de ses aînés. On ne sait rien sur son sort. Toute cette histoire de kidnapping n'est pas cohérente. Je n'y crois pas une seconde. Autre pièce à conviction, à Gaza, des sources proches du Hamas nous ont assuré que les 2 suspects dont nous avons rencontré les proches ne font pas partie des Palestiniens arrêtés jusqu'ici en Cisjordanie. Qu'il ait été arrêté par des soldats ou qu'il devienne un martyr, ce sera de toute façon la faute des Israéliens. Maintenant, c'est entre les mains de Dieu. Moi, en attendant, je ne peux que prier. Impossible bien sûr d'affirmer que ces 2 hommes sont les auteurs du rapt d'Eyal, Naftali et Gilad, mais de nombreux indices laissent penser qu'ils sont bien plus que de simples fugitifs.
Voilà, et on souligne que c'est un reportage qui a été contrôlé et approuvé par la censure militaire. Évidemment, c'est un dossier très sensible. L'enquête est encore en cours. Les noms qui apparaissent dans le reportage ont été changés. Ali Waked, journaliste indépendant, vous êtes notre spécialiste du monde arabe. Pourquoi le père d'un des ravisseurs potentiels décide comme ça de s'exprimer devant une caméra de télé ? Parce que y avait plusieurs raids de l'armée israélienne sur les maisons de ces deux suspects comme des autres suspects. Mais on sait tout le monde depuis le début de cette campagne, il y a ces deux suspects, le fils du père que vous avez interviewé et un autre militant du Hamas. La famille souffre, la famille essaye de dire on ne sait rien, vous pouvez le chercher partout, laissez-nous, fichez-nous la paix. Maintenant, la vérité c'est que le père ne jette pas vraiment de lumière sur ce qui s'est passé, sur l'enlèvement. Mais de l'autre côté, M. Netanyahou accuse le Hamas d'être le responsable de cet enlèvement sans pour autant présenter des preuves. Donc ce qu'a dit le père, il a dit que le soir de l'enlèvement, son fils a disparu. Est-ce que c'est un accident? Est-ce que c'est un hasard? Que c'est un très important membre de la branche armée du Hamas qui a été déjà arrêté et par l'autorité israélienne, les autorités israéliennes et par l'autorité palestinienne pour être impliqué dans l'activité de la branche armée du Hamas, décide de disparaître le moment où les trois jeunes Israéliens disparaissent en même temps. Suite à ce reportage, moi j'ai posé la question à mes sources au sein du Hamas à la bande de Gaza. Bon, même s'ils avaient la vraie réponse, ils ne me l'ont pas dit, mais ils ont lancé une question très importante. Ils ont dit la chose suivante: les prisonniers palestiniens, les prisonniers du Hamas, comme des autres mouvements, font énorme pression sur leur direction d'essayer d'avoir de plus en plus d'outils pour négocier avec Israël. Le mot « outil » est un mot qui vient de remplacer enlèvement, kidnapping des Israéliens pour négocier l'échange des prisonniers avec Israël. Donc la thèse que j'ai entendue hier, que ça peut être une initiative locale. C'est vrai que les deux mecs sont des membres du Hamas, mais il peut se faire que c'est une initiative d'une cellule locale du Hamas sans pour autant consulter, sans pour autant informer la direction du mouvement. Et donc il y a ici une histoire d'une initiative indépendante, une initiative personnelle de ces deux messieurs pour essayer de faire libérer des prisonniers palestiniens. Oui, tout à fait. Ce qui expliquera aussi peut-être pourquoi on ne sait toujours rien 2 semaines après, ni des ravisseurs, ni du lieu de détention, ni du sort des 3 jeunes. C'est lié à ce que vous dites, d'après vous? Et historiquement et statistiquement, c'est un peu bizarre en ce qui concerne la Cisjordanie. Ouais. Il ne s'agit pas de la bande de Gaza où il n'y a pas une présence physique de l'armée israélienne et de services de renseignement israéliens. On sait, tout le monde le sait, que les services secrets israéliens possèdent des dizaines et des centaines et même voire des milliers des agents, même au sein de la population palestinienne. Et qu'il y a maintenant, on termine à peu près la 2e semaine de l'enlèvement et tout le monde ne le sait pas. Maintenant, le Hamas, historiquement, il y avait quelques attentats suicides, quelques opérations que le mouvement a menées, et seulement quelques mois après qu'il a déclaré responsabilité, qu'il a pris responsabilité, il faut comprendre aussi le contexte politique. Le Hamas ne veut pas être accusé que c'était lui qui a fait exploser le processus de réconciliation palestinien-palestinien. Le Hamas sait que malgré l'identification, malgré la solidarité qu'une bonne partie de la population sent vers cette opération, il y avait une souffrance qu'a vécue la population palestinienne suite à l'opération militaire israélienne les derniers jours. Donc le Hamas est en dilemme. Si jamais c'est le Hamas, il est en dilemme. Quelle est la balance? Déclarer la responsabilité et mettre en risque tout le processus de réconciliation et payer un prix politique au sein de la population palestinienne. C'est pour ça qu'il n'y a pas de revendication? C'est pour ça qu'il n'y a pas une revendication. Mais moi, je suis sûr qu'à un moment ou un autre, Hamas essaiera de tirer profit de cette opération. Comment?
Vous savez, Gilad Shalit, quand il a été enlevé par une autre organisation palestinienne, mais du moment où son pied a touché le sol de Gaza, c'était le Hamas qui a pris responsabilité selon cette version. Le Hamas a payé de l'argent pour avoir Gilad Shalit et puis négocier toute cette histoire avec Israël. Pour finir en un mot, d'après ce que vous comprenez, avec vos sources sur le terrain, les 3 jeunes sont morts ou encore en vie? Bon, vous savez, moi j'aime être optimiste, mais selon mes sources israéliennes et palestiniennes, il y a très peu de chances de trouver les 3 vivants. On espère évidemment le contraire. Merci beaucoup, Tout à fait. Ali, d'avoir été avec nous ce matin. Jeudi 26 juin, vous êtes sur i24 News. Voici les grands titres à la une de l'actualité ce matin. Shimon Peres reçu avec les honneurs à Washington pour sa tournée d'adieu en tant que président d'Israël. Il recevra aujourd'hui la plus haute distinction politique américaine, la médaille d'or du Congrès. Hier, Barack Obama lui a assuré qu'il ferait tout son possible pour faire avancer le retour chez eux des 3 otages israéliens. Diplomatie, toujours, la France met en garde contre les investissements en territoire disputés. Comprenez la Cisjordanie, Jérusalem-Est et le plateau du Golan. Le Quai d'Orsay avertit des risques liés à ce genre d'investissement. Cette décision aurait été décidée conjointement avec l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie et l'Espagne. L'image du jour, je ne sais pas si on va pouvoir la voir, c'est une triste image, en tout cas un feu de forêt gigantesque en plein cœur de Jérusalem hier après-midi, des quartiers entiers de la capitale évacués. Enfin, en football, les résultats d'hier soir, ça y est, la France et la Suisse qualifiées pour les 8e de finale. Les Bleus se sont assurés de la première place du groupe E grâce à un nul 0-0 contre l'Équateur. Les Suisses ont décroché le 2e billet du groupe en battant le Honduras 3-0. L'Argentine a bataillé dur pour s'imposer face à 2 valeureux Nigérians 3-2. Mais le Nigeria est toutefois qualifié après la défaite de l'Iran face à la Bosnie-Herzégovine 1-3, toujours hier soir. Allez, on balaye l'actu internationale à présent avec vous, Betsabé. Vous avez cliqué sur plusieurs infos, comme tous les jours. J'espère qu'on verra mes clics. On espère aussi qu'on aura des images là. Et on commence avec l'Irak, toujours au cœur de l'actualité ce matin. Effectivement, d'autant que l'Iran, c'est ce que nous révèle le New York Times, eh bien, enverrait secrètement des drones ainsi que des tonnes de matériel militaire. C'est ce qui aurait été dit en tout cas parmi des responsables américains. Et une fois de plus, ce qui est intéressant, Barbara, c'est justement la position des États-Unis qui nous explique le quotidien américain sont à la fois aux côtés de l'Iran, mais qui bien sûr aussi épie Téhéran, puisque l'Iran, comme les États-Unis, cherchent à élargir leur influence dans la région. Et c'est certainement ce quoi on va assister ces prochains jours et semaines. C'est ce compromis entre la collaboration et puis la compétition pour chercher à élargir cette influence. Et l'information m'a d'autant plus frappé que c'est l'aviation syrienne, cette fois-ci, qui aurait frappé mardi le nord de l'Irak, donc pour frapper l'EIL. Une attaque barbare, nous explique CNN. Près d'une 60aine de civils ont été tués, 120 blessés. Et qu'est-ce que ça signifie, cette attaque? C'est déjà, d'une part, que Damas, soudain, se met à viser des cibles directement de l'UIL, ce qui est relativement nouveau, mais qu'aussi, la frontière Irak-Syrie est une autre frontière qui commence à s'estomper face à l'avancée de Al-Qaïda en Irak. Reste une inconnue, est-ce que Bagdad était au courant de cette attaque syrienne? Pour l'instant, Bagdad dément. Voilà, est-ce que Syrie a appuyé officiellement le régime irakien? Bon, on en saura plus dans quelques jours. Alors, une info qui vous a choqué ce matin, c'est ce trafic de bébés en Afrique. Oui, alors c'est entre le Niger et le Nigeria. L'information, je l'ai vue sur le site de RFI. C'est une rumeur qui a été confirmée. Alors, comment ça se passe? C'est une technique relativement bien rodée, nous explique l'article. Une femme du Niger qui n'arrive pas à avoir des enfants se rend justement au Nigeria. Et là, vous avez des cliniques qu'on appelle des usines à bébés où effectivement les femmes en repartent avec des jumeaux souvent dans les bras. Les mamans, elles, qui ont été victimes de grossesses non désirées, se retrouvent avec quelques centaines de dollars en poche. Par contre, les cliniques, des milliers de dollars en poche à chaque fois. Et alors, vous avez une trentaine d'individus qui ont quand même été interpellés il y a 2 jours, essentiellement des femmes et leurs époux. Et parmi elles, c'est ce qui a aussi retenu mon attention, et bien certaines se trouvent être des épouses de personnalités. Vous avez notamment l'épouse du ministre d'État du Niger.
Allez, en France, ce qui fait du bruit ce matin, toujours, c'est le procès de ce médecin urgentiste qui a aidé cette patiente à mourir. Il a été acquitté hier. Exactement. Alors déjà, la presse avait souligné un réquisitoire clément de 5 ans avec sursis. Alors là, le docteur a été carrément acquitté, un verdict, on le souligne, extrêmement rare. Le docteur Bonnemaison qui avait souligné quand il était à la barre de la cour d'assises que c'était le devoir du médecin d'accompagner les malades jusqu'à la fin. Alors ça se passe où? Ça se passe dans le sud de la France et hier la salle a littéralement acclamé la décision des jurés. Et ce qu'il faut retenir justement, et pourquoi on en parle ce matin, c'est que ce procès, il a beaucoup ému, il a beaucoup choqué en France et on en a en tout cas beaucoup parlé, d'autant plus que ce n'est pas la seule polémique en France au sujet de l'euthanasie. Vous avez bien sûr l'affaire Lambert, donc ce tétraplégique qui est depuis 6 ans dans un état végétatif. Il a eu un accident de voiture et alors la position a priori très différente de la justice puisqu'hier, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé qu'il fallait maintenir Lambert en vie, alors que quelques jours avant, c'était le Conseil d'État qui avait décidé qu'il fallait suspendre les traitements. Alors vous avez Jean Leonetti, c'est l'auteur de la loi française sur la fin de vie. Et alors il explique que ces traitements, justement, ils constituent une obstination déraisonnable, car ils n'ont d'autre effet que le maintien artificielle en vie d'une personne qui est quand même n'est ni consciente d'elle-même ni de la relation avec les autres. Alors pour finir, on souligne que c'est très suivi à l'étranger. Vous avez le Guardian notamment que j'ai sélectionné ou encore Ynet, d'autres pays qui soulignent que peut-être ça ouvrira d'autres horizons de jurisprudence en Europe. Pourquoi pas? Allez, des infos un peu plus légères à présent et on démarre par le Japon. On démarre par le Japon. Peut-être que Barbara, un jour, vous serez remplacée par un robot. 2 robots Android ont été présentés. C'était au Musée national des sciences et de la technologie de Tokyo. Alors, l'une des deux, Kodomoroid, alors consonance légèrement moins séduisante en français, devant des journalistes médusés, a lu des infos comme une vraie pro. Elle a même bafouillé aussi bien que nous, on le fait en plateau. Alors, les journalistes ont été très séduits. À voir si, effectivement, dans la vraie vie, ça convaincra vraiment. En tout cas, elle a l'air d'être réelle, quoi. Là, elle bouge pas. Alors, normalement, on avait des images où elle bougeait. Ça a dû bloquer. Voilà, on la voit presque bouger. Bon, ça fait un peu poupée de cire quand même. Bon, peut-être que je lui céderai ma place un jour, pourquoi pas, allez savoir. Allez, on finit avec une touche de people, mais des vrais. Le couple royal britannique fait parler de lui pour ses goûts, des goûts royaux. En 30 secondes. Exactement. La rénovation de l'appartement du couple royal fait grincer les dents des contribuables anglais. Pourquoi? Eh bien, parce que non seulement ça coûte très très cher cet appartement, 5 millions d'euros, mais qu'en plus, Kate a voulu une deuxième cuisine, une cuisine familiale, alors que la première faisait quand même déjà 32 mètres carrés. Donc, il trouve que c'est un petit peu abusé en Angleterre. Bon, peut-être. Merci beaucoup, Betsabé. À suivre, on parlera d'une alliance inattendue, celle entre les Kurdes d'Irak avec Israël, au cœur de cette nouvelle lune de miel, le pétrole. Semaines après le début des combats en Irak, le pays, vous le savez, est plus que jamais déchiré, menacé de scission et l'équilibre des forces est totalement redistribué en Irak. Au cœur de cette bataille également, les champs pétroliers. État des lieux, signé Johanna Citruc. Les djihadistes gagnent du terrain en Irak. La deuxième ville du pays, Mossoul, et plusieurs provinces au nord et à l'est sont tombées aux mains du groupe armé l'État islamique en Irak et au Levant. Leur objectif, créer un État islamique dans la zone frontalière avec la Syrie. Mais si le conflit se propage, il pourrait mettre en péril les champs pétroliers au sud du pays. Conscientes de cette menace, les autorités ont décidé d'y renforcer la sécurité. Les sites pétroliers sont sécurisés et les portes gardées. Et tout ça en plus des hélicoptères qui fournissent une protection supplémentaire pour les gisements de pétrole et de nouvelles mesures de sécurité ont été prises. Deuxième producteur de l'OPEP, l'organisation des pays exportateurs de pétrole, l'Irak détient plus de 11% des réserves mondiales. Le pays produit actuellement près de 3,5 millions de barils par jour, dont les 3/4 environ sont exportés. Ça représente quasiment 3% de la demande mondiale. Et c'est pour ça que l'offensive des islamistes sunnites pourrait avoir des conséquences internationales.
Nous sommes très sensibles à propos de ce qui se passe au Moyen-Orient. Cela ne fait aucun doute, la situation a un impact sur le prix du Brent et le prix du Brent a un impact sur nos prix. Le pétrole est un marché mondial, tout est lié. Ce qui se passe là-bas nous affecte aussi ici. Pour l'heure, le baril de Brent tourne autour de $113. Mais d'après les spécialistes, une interruption totale de la production de pétrole en Irak pourrait propulser ce prix à $130. Alors Cyril, dans ce contexte irakien totalement chamboulé, les Kurdes tirent leur épingle du jeu pétrolier et s'allient de façon assez surprenante avec Israël. La première livraison de pétrole à Israël a eu lieu la semaine dernière. C'était vendredi, je vous propose de regarder cette photo qui s'affiche à l'écran. C'est celle du pétrolier Altaï. C'est un tanker qui bat pavillon libérien, mais qui en réalité transportait du pétrole kurde. Alors ce tanker, ça faisait déjà plusieurs semaines qu'il tournait en rond en Méditerranée à la recherche d'un acheteur. Il a d'abord tenté d'accoster à Mohammedia, au Maroc. Les Marocains n'en ont pas voulu, et c'est finalement les Israéliens qui l'ont acheté dans le port israélien, donc d'Ashkelon, dans le sud du pays. Là, le navire pétrolier a fini par accoster vendredi dernier pour décharger sa cargaison d'or noir dans ses soutes. Barbara, tenez-vous bien, 1 million de barils qui sont produits donc dans la région du Kurdistan irakien. Alors ça fait plusieurs mois, on le sait, que les Kurdes produisent massivement, intensivement du pétrole, mais c'est la première fois, vous l'avez dit, qu'ils l'exportent, et ils l'exportent, vous allez le voir, en l'acheminant vers la Méditerranée via la ville portuaire de Jihan en Turquie. La Turquie, donc on va en parler un petit peu plus tard, qui joue un rôle donc majeur dans cette affaire. Mais juridiquement, est-ce que, et politiquement aussi, surtout, les Kurdes, ils ont le droit comme ça d'exporter du pétrole sans l'aval du gouvernement central irakien ? Alors évidemment que non, pour le pouvoir central de Bagdad, c'est tout simplement de la contrebande, cette vente de pétrole, parce que toutes les ventes de pétrole irakien doivent être faites dans le cadre du ministère du pétrole irakien, du pouvoir central. Et d'ailleurs, Bagdad a menacé de poursuivre les pays qui achèteraient du pétrole kurde. Donc c'est peut-être le cas d'Israël dans les prochains mois, je ne sais pas. Et c'est peut-être cela qui a dissuadé les Marocains, on l'a dit, d'acheter donc le pétrole, qui a apparemment un pétrole donc très très bon marché que les Kurdes offrent donc à la vente. Alors cette question du pétrole kurde, évidemment, elle est d'autant plus sensible qu'on l'a vu ces derniers jours. Le gisement historique de Kirkouk est tombé entre les mains des Kurdes, donc c'est les Kurdes qui en ont pris le contrôle. C'est la deuxième plus grande région pétrolière d'Irak, et d'ailleurs ils n'ont pas perdu de temps les Kurdes, puisqu'ils ont immédiatement relié leur propre oléoduc donc à ce gisement historique de Kirkouk. Ouais, ça fait partie peut-être de leur volonté d'autonomie et les moyens financiers d'y arriver. Alors un mot de Washington dans cette affaire, on le sait, John Kerry était sur place cette semaine. Washington qui plaide pour l'unité de l'Irak. Il voit comment cette transaction entre le Kurdistan irakien et Israël ? Alors officiellement, vous avez raison, l'administration américaine s'oppose à la vente d'or kurde, d'or noir kurde, car évidemment il voit une atteinte à l'unité de l'Irak, on l'a vu, mais John Kerry était en déplacement en Irak cette semaine, il a plaidé pour un dialogue interconfessionnel en Irak, mais malheureusement le Premier ministre chiite est resté insensible à cet appel, on l'a vu ce matin, il a refusé de former un cabinet d'union nationale, donc on estime en Israël, dans les milieux gouvernementaux israéliens, que la Maison-Blanche va finir par fermer les yeux finalement sur cette transaction entre Jérusalem et Erbil. Voilà, les États-Unis qui ont peut-être aussi des intérêts pétroliers en Irak. Les relations, de manière générale, entre Israël et le Kurdistan, elles ne sont pas nouvelles, elles existent, elles sont bonnes. Elles ne sont pas nouvelles, elles ont commencé dans les années 60, Barbara, au moment où des agents secrets israéliens entraînaient les Peshmerga, c'est-à-dire les combattants kurdes, dans une espèce de volonté d'encourager une sorte de dissidence vis-à-vis du régime baathiste en Irak, une dissidence qui s'est accrue sous Saddam Hussein. Ce sont des relations qui sont continues, mais qui ont toujours été discrètes et qui n'ont jamais été officialisées finalement entre Jérusalem et Erbil. Pourquoi ? Alors il y a deux raisons. La première, c'est que les Kurdes n'ont pas envie de froisser leurs grands voisins iraniens, qu'ils considèrent comme un acteur majeur de la région, et donc évidemment les Iraniens qui ne verraient pas d'un bon œil un rapprochement entre les Kurdes irakiens et Jérusalem. Et puis du côté israélien, c'est un autre acteur régional qu'on n'a pas voulu froisser, c'est évidemment la Turquie. La Turquie avec qui Israël continue d'entretenir des relations très 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 fortes, et qui évidemment n'aurait pas vu d'un bon œil un rapprochement entre Jérusalem et Erbil, puisque si Jérusalem encourageait l'indépendance des Kurdes turcs, ça donnerait évidemment de mauvaises idées. Des Kurdes irakiens, ça donnerait des mauvaises idées. Irakiens, évidemment, ça donnerait de mauvaises idées aux dissidents kurdes qui sont en Turquie. Mais les temps changent, Barbara, et l'ironie de l'histoire, c'est qu'aujourd'hui, on l'a vu tout à l'heure dans la petite infographie, c'est que c'est justement les Turcs aujourd'hui qui vont encourager
l'indépendance du Kurdistan irakien. Évidemment, il y a des intérêts économiques énormes derrière. C'est à travers justement cet oléoduc qui passe par la Turquie, par le port, par la ville portuaire de Ceyhan, que les Turcs vont pouvoir exporter donc vers le monde entier du pétrole kurde relativement à bon marché. Alors, si le Kurdistan irakien devenait indépendant, c'est sa volonté en tout cas de devenir totalement indépendant, on peut parier sur l'ouverture d'une ambassade kurde en Israël ? Oui, ou bien d'une ambassade israélienne au Kurdistan, c'est un scénario qui est tout à fait envisageable. Et vous savez, il y a chez les Kurdes ce sentiment d'une communauté de destin avec les Juifs généralement, mais avec Israël plus particulièrement. Comme l'État hébreu, le Kurdistan, c'est une nation non arabe au Moyen-Orient qui est encerclée d'ennemis qui refusent simplement son indépendance et même son existence. Ouais. Et puis, Israël séduit chez les Kurdes le progrès technologique, l'armée puissante de l'État d'Israël, et puis la nature dynamique de la société israélienne, et bien tout ça séduit chez les Kurdes. Et la ville de Kirkouk, pour la petite histoire, vous savez comment elle est baptisée par les Kurdes ? Non. Kirkouk, c'est la Jérusalem des Kurdes pour les Kurdes. Donc à partir de ce postulat, donc tout est possible. On peut facilement imaginer de futures coopérations entre l'État hébreu et le futur Kurdistan, qui n'a jamais paru aussi proche. Voilà, parce que ça démarre par le pétrole et le portefeuille. Merci beaucoup Cyril, restez avec nous. On parle dans un instant de toute autre chose avec vous, Bethsabée, les défis de notre peau qui nous attendent cet été. Pas moins important pour l'heure, le rappel des grands titres de cette matinée. Et tout d'abord, Shimon Peres reçu avec les honneurs à Washington pour sa tournée d'adieu. En tant que président de l'État d'Israël, il recevra aujourd'hui la plus haute distinction politique américaine, la médaille d'or du Congrès. Hier, Barack Obama lui a assuré qu'il ferait tout son possible pour faire avancer le retour chez eux des 3 otages israéliens. Diplomatie toujours, la France met en garde contre les investissements en territoire disputés, Cisjordanie, Jérusalem-Est, plateau du Golan. Le Quai d'Orsay avertit des risques liés à ce genre d'activité économique. Ces décisions auraient été décidées conjointement avec l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie et l'Espagne. L'image du jour, triste image, ce feu de forêt gigantesque en plein cœur de Jérusalem, 2 quartiers de la capitale israélienne totalement évacués hier après-midi. Après plusieurs heures de paralysie de la ville, l'incendie a finalement été maîtrisé. La piste criminelle est envisagée. En football, ça y est, la France et la Suisse qualifiées pour les 8e de finale. Les Bleus se sont assurés de la première place du groupe E grâce à un nul 0-0 contre l'Équateur. Les Suisses ont décroché le 2e billet du groupe en battant le Honduras 3-0. L'Argentine a pour sa part souffert pour s'imposer face à de valeureux Nigériens. 3-2, score final. Mais le Nigeria est toutefois qualifié après la défaite de l'Iran face à la Bosnie-Herzégovine. 1-3. Et on en vient aux questions cruciales de cette matinée. L'été approche et on va tenter de comprendre tout ce qu'il faut faire ou ne pas faire pour protéger sa peau cet été. Bethsabée, avec vous. Oui, exactement. L'idée, c'est de faire un petit peu le tri entre tout ce qu'on entend sur notamment les crèmes qui protègent du soleil. On entend pas mal de choses entre 2 parasols, entre 2 bureaux. Donc, j'ai voulu vous faire un petit test pour savoir si vous étiez à jour, vous, sur ces mythes et non-mythes. Alors déjà, Cyril et Barbara, un fond de bronzage, vous savez ce que vous faites 2 semaines avant de partir, c'est l'espèce de premier hal. Est-ce que ça va vous protéger vraiment votre peau du soleil ? Dire que oui. Non, moi je penche plutôt pour le non. Oui, vous êtes sceptique et vous avez raison. Alors en fait, c'est un faux sentiment de sécurité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous allez juste utiliser votre capital soleil, vous allez le brûler. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que ça va vous protéger contre les coups de soleil, certes, mais ça ne va pas du tout vous protéger contre le cancer. Au contraire, puisqu'encore une fois, vous allez utiliser encore plus ce capital soleil. Une remarque, c'est que aussi ces UV artificiels que vous pouvez utiliser dans les boîtes de soleil, comme appellent les dermatologues, j'entends les cabines de bronzage, eh bien, ces UV-là sont très cancérigènes. Donc, les halles pré-vacances, on oublie. Je sais, on veut être bronzé déjà dans l'avion, mais voilà, le mieux, c'est quand même de commencer son bronzage avec une crème et une fois bronzé, de continuer la crème. Voilà. D'accord. Deuxième question. Alors, une crème solaire indice 50 protège-t-elle plus qu'une crème indice 30 ? Ça, je sais. Elle protège pas plus, mais elle protège plus longtemps.
Non, c'est pas ça. Elle protège plus. Alors voilà, alors ça c'est le mythe total. Je l'ai entendu hier derrière, pas loin de votre bureau. D'ailleurs, une crème 30, ça protège 30 minutes, une crème 50 minutes. Pas du tout, ça serait écrit dessus en gros si c'était aussi simple à comprendre. Pas du tout. En fait, idéalement, il faut utiliser les hautes protections. Ça veut dire les crèmes supérieures à 50. Pour les peaux plus mates, de 30 à 50, bien sûr. Moi, j'utilise de la crème 60. Ah bon? Merci Cyril. Ça dit, ça revient à la mode. Alors ce qu'il faut faire attention, c'est donc que l'indice soit très élevé. Et alors, il faut faire attention pour bien garder partout sur la boîte, ce qui n'est pas forcément très clair. Il faut faire attention aux UVA aussi, parce que ces chiffres-là qui sont annoncés, c'est quoi les UVA? Ça vous protège des UVB. Les UVA, ce sont d'autres rayons qui sont aussi cancérigènes pour la peau. Et ceux-là, ils sont souvent une indice de protection différente sur la crème. Donc, il faut vérifier. Plus faible ou en général plus faible si c'est pas écrit surtout. L'idée c'est d'aller vers des larges spectres, ça s'appelle, c'est-à-dire que c'est des crèmes qui protègent aussi bien contre les UVA que les UVB. Alors au passage, on en remet toutes les 2-3 heures de cette crème et ça, même si vous avez l'impression que votre peau est encore grasse. Parce que la graisse qui est dans la crème, c'est autre chose. C'est un composant de la crème, ça ne veut pas dire que vous êtes protégé. Donc toutes les 2-3 heures, même si la peau est encore grasse. Mais avec ces indices très élevés, on bronze quand même? Ah voilà, alors ça c'est la question, on va bronzer moins vite, on va moins bronzer. Non, vous allez bronzer, mais moins vite. Et surtout, vous allez avoir moins de chances de développer un cancer de la peau. On passe montagne aussi. Alors le dermatologue que j'ai eu au téléphone m'a dit le mieux c'est les vêtements. Alors j'ai pas osé vous en parler, mais puisque vous y venez, le mieux c'est le chapeau et les manches longues. Moi idéalement c'est ce qu'il faudrait. Le soupule aussi, ouais. Le soupule, non, ça là on parle il fait trop chaud. Alors troisième question, la quantité de crème utilisée est-elle un facteur important? Je sais pas, j'imagine que oui. Bah oui, évidemment. Alors l'idée, c'est pas d'en mettre 3 tonnes, mais il faut en mettre assez. Par exemple, pour le visage, une bonne noisette de crème. Les crèmes protègent mieux quand on va se baigner, mais il faut toutes les nouvelles huiles sèches, etc. Il faut savoir que ça protège aussi bien, mais l'idée, c'est d'en mettre assez. Apparemment, les gens n'en mettent pas assez. Et les waterproof, ça marche, les crèmes? Bah ça marche, mais voilà, il vaut mieux que ce soit des crèmes dans ce cas-là. Si vous voulez du waterproof, allez vers une crème, parce que la crème adhère mieux à la peau sur le long terme. D'accord. Et surtout, vous en remettez toutes les 2-3 heures. Ça, c'est important. Bien compris, bien compris. Oui, c'est noté. Alors, quatrième question. Les parabènes sont-ils dangereux pour la santé? C'est quoi les parabènes? C'est quoi les parabènes? Alors, ça, je l'attendais. C'est ce qu'il y a dans le savon. Alors, déjà, c'est dangereux. Oui, potentiellement. Les parabènes, en fait, ce sont des conservateurs. Donc utilisés pour les crèmes, mais aussi, ça se trouve dans votre alimentation contre les bactéries. Et alors, par principe de précaution, on recommande d'utiliser des crèmes, des shampoings, etc. sans parabènes. Vous avez dû remarquer quand c'est écrit dessus? C'est écrit ici aussi, toutes les lingettes, etc. sans parabènes, principe de précaution. Dernière question rapide, on a le temps? Oui, je pense. L'épilation laser, est-ce que c'est sans danger? Cyril, à vous l'honneur. Cyril, je suis sûre que vous mourrez de répondre à cette question. Moi, je pense que c'est pas dangereux. Vous voyez bien que tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Ouais, enfin, pas moi. Non, mais beaucoup d'hommes le font. Les garçons, beaucoup d'hommes le font pour les aisselles, la vraie question, pour le maillot. Est-ce que ça fait moins mal que l'épilation à la cire? C'est ça la vraie question. Alors, que tous les hommes se posent. Ça fait pas très mal. L'idée, c'est qu'en tout cas, c'est complètement sans danger. À ceux que ça intéresse, ça marche particulièrement pour les poils qui sont noirs ou bruns. Pourquoi? Parce que, en fait, la lumière, elle va cibler la couleur. Et ensuite, sa lumière, elle va se transformer en chaleur. Ça va tuer le bulbe. Et c'est absolument sans danger. Ça prend juste un peu de temps, un peu d'énergie. Les poils tombent et ne repoussent plus. Hein. Les poils repoussent. Il faut faire plusieurs séances. Voilà. Et pas fait. Très rarement, ça provoque même une surpousse de poils, mais ça reste très rare. Le seul risque, c'est de se brûler un peu la peau, que la peau rougisse et surtout qu'il y ait une dépigmentation. Il faut faire très attention. Et pas en été. Un mois avant l'été, puisqu'il faut un mois sans soleil pour pas prendre de risque. Le seul risque, c'est que ça peut changer l'apparence des grains de beauté. Donc ça va pas les rendre plus cancérigènes, mais ça veut dire qu'à leur examen, ces grains de beauté-là, certains vont apparaître complètement bénins, alors qu'en fait, il y a un cancer qui se développe. On suit les grains de beauté évidemment avec son dermato. Et surtout, épilation laser, pas n'importe où, pas dans un kiosque de coin de rue. Évidemment, 10 secondes sous la surveillance sur une application. Alors ça s'appelle Solairix. Solairix, merci. Voilà, c'est l'application qui a été faite par le syndicat des dermatologues français. Alors ça vous donne un indice UV et les règles de protection qui sont conséquentes. Ça c'est si vous voyagez en France ou les gens qui s'y trouvent déjà. Une appli sur son smartphone. Voilà. Solairix. Gratuit. Voilà, on est blindé sur le sujet. Merci beaucoup Betsabé, merci beaucoup Cyril. À suivre, Tel Aviv ne dort jamais, c'est bien connu. Et encore moins cette nuit, ce soir, ce sera la 11e édition de la Nuit Blanche, le programme après un nouveau journal. Allez,
on parle conso à présent. Vous allez le voir, en pleine période de solde est en train de naître une nouvelle forme de promotion, plus individuelle, plus adaptée aux besoins du consommateur. Yohan Waki, c'est le phénomène du moment. Exactement, bonjour Barbara. Alors je vais commencer directement en entrant dans le vif du sujet par un exemple israélien. Un nouveau café vient d'ouvrir sur Tel Aviv, ça se passe rue Dizengoff au numéro 125 et ça a été ouvert par Asaf Ben Ezra qui a décidé de lancer un café social. Alors ça s'appelle Revruta Social Food, autrement dit l'amitié café social ou alimentation sociale, et le concept est très simple. Les prix affichés sont en fait les coûts de revient de chaque produit et c'est au consommateur de décider combien il veut ajouter au prix affiché pour payer sa consommation, c'est-à-dire en fonction de ses moyens financiers mais également en fonction de sa satisfaction quant à la qualité des produits. Et ça coûte combien par exemple, juste pour qu'on ait une idée? Quelques exemples. Le café expresso est affiché à 3 shekels 50, c'est-à-dire un peu plus de 70 centimes d'euros. L'americano à 4 shekels ou encore le jus d'orange à 4 shekels 50. Donc c'est des prix qui sont vraiment... Moins d'un euro quoi. Ouais, moins d'un euro, des prix qui sont vraiment très bas. Libre à vous d'ajouter ce que vous souhaitez. L'idée est très moderne dans le sens où la promotion ne se fait pas de façon complètement aléatoire comme ces cartes de fidélité où au bout d'un certain temps ou au bout d'un certain nombre d'achats, vous avez le droit à X% de réduction ou à un produit offert. Là, la promotion tombe vraiment au moment opportun et c'est là toute l'idée de ces promotions, c'est de ne pas tomber au hasard. Ça veut dire un moment où c'est plus difficile pour moi, je vais donner moins, et où j'ai les moyens, je vais donner plus. Quoi. Exactement, alors un moment où c'est plus difficile financièrement, donc ça peut être effectivement une des raisons, ou une raison qui par rapport au contexte fait que vous avez besoin de cette promotion. Je donne un autre exemple, la compagnie taxi Uber, chauffeurs privés, taxis privés qui sont présents à peu près dans toutes les capitales du monde, offre aux Londoniens et aux habitants de Boston des réductions lorsque les transports publics sont en grève ou sont perturbés ou sont en panne. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là où vous avez besoin de prendre un taxi et c'est à ce moment-là où la réduction tombe, j'ai envie de dire, au bon moment. On en a le plus besoin. Indépendamment complètement de vos moyens financiers, c'est à ce moment-là où vous pouvez profiter et apprécier cette promotion. Autre exemple qui n'a absolument rien à voir, on se dirige au Japon où un restaurant, un pub qui s'appelle Otasuke offre à ses clients chauves une réduction. Est-ce que vous avez idée pourquoi? Est-ce que vous vous doutez? Aucune idée, mais vraiment écoutez, tout simplement parce qu'au Japon, le fait d'être... Non, au Japon, la calvitie est socialement très difficilement acceptée. C'est quelque chose qui est très mal vécu. D'accord. Et pour aider les personnes atteintes de calvitie à se socialiser et à avoir une vie, j'ai envie de dire, normale, pour sortir quand même, voilà, on les remercie de venir au pub Otasuke en leur offrant donc une réduction. Donc vous avez le droit à 500 yens de réduction sur votre carte, soit un peu moins de $5. Voilà, sinon un peu moins anecdotique, la chaîne canadienne Lowe's, une chaîne de distribution, offre aux clients victimes de catastrophes naturelles des arbres. Voilà, vous avez été victime de catastrophes naturelles, vous vous rendez dans la chaîne de magasins et vous pouvez repartir avec des petits arbustes prêts à planter chez vous. Donc l'idée en fait c'est d'adapter les promotions de façon plus intelligente, plus ciblée en fait. Exactement, alors plus ciblée en termes de groupe de population et plus ciblée en termes de timing et en termes de qualité également. Quel type de promotion je vais pouvoir offrir plutôt que d'offrir un 10 ou 20% sur mon produit ou mon service, je vais chercher l'avantage qui va faire toute la différence. Et alors on parlait de raisons financières ou de raisons sociales, il y a également des raisons politiques parfois. Un exemple qui est en l'occurrence très moderne, une promotion beaucoup plus empathique, c'est la compagnie aérienne Corendon, une compagnie hollandaise, qui offre à tous ses passagers activistes de la cause homosexuelle des réductions sur les vols en direction de la Russie ou en provenance de la Russie. Voilà, donc pour soutenir le combat de le droit exactement, où les droits des homosexuels sont bafoués. La prise de position politique. Prise de position politique pour soutenir la cause. Vous avez le droit à des réductions si vous êtes un activiste et que vous vous rendez donc en Russie. Pourquoi ça se passe maintenant, ce genre d'initiative? Alors, c'est une bonne question. En fait, il y a plusieurs raisons. La première, c'est évidemment qu'Internet a changé complètement la donne dans les attentes des consommateurs. Avec tous les services de e-commerce, les consommateurs ont pris l'habitude d'avoir quelque chose de plutôt très transparent en termes de prix, en termes de tarification. On a l'habitude de comprendre pourquoi c'est moins cher sur Internet et comment le prix est ficelé. Et les consommateurs ont pris cette habitude et demandent la même chose sur les services et les commerces physiques. On peut comparer aussi beaucoup plus facilement sur Internet. Et on peut comparer beaucoup plus facilement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous rentrez dans un café et que vous payez 15 ou 20 shekels le café, vous ne comprenez pas comment ce prix est fait. Alors voilà, on vous le dit. 3 shekels 50 le café, ça c'est ce que ça nous coûte. Maintenant, à vous de juger et à vous de mettre ce que vous pouvez. Donc quelque chose de beaucoup plus transparent et beaucoup plus honnête. Ça fonctionne ce genre de choses justement? Est-ce que les consommateurs vont donner plus? Oui, mais même pour le propriétaire, c'est peut-être un risque. C'est effectivement un risque. Alors, les coûts sont assurés, c'est-à-dire qu'en affichant le coût de revient, tous les frais engagés par le propriétaire du commerce, ils ne perdent pas d'argent. Le gain vient après à votre bonne volonté. Voilà, c'est la question.
affaire à suivre. Le café a ouvert il n'y a pas très longtemps. En tout cas, psychologiquement, vous avez du mal à ne pas payer. Voilà, exactement. Vous vous sentez... On se sent mal. Une conscience de faire partie de quelque chose. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et puis alors, on le voit bien depuis quelques années, on est plein dans la personnalisation des produits et des services. On est passé d'une standardisation des produits avec un marketing beaucoup plus personnalisé, one-to-one comme on dit. Et le service, le marketing de la promotion est en train de prendre le pli également et se dire plutôt que de faire des réductions les mêmes pour tout le monde, quel que soit le timing, quelle que soit la personne à qui on s'adresse. Ici, on va faire une promotion qui tombe au moment opportun ou en fonction d'un contexte social, politique ou économique qui permet de faire fonctionner la promotion le mieux. En tout cas, c'est très moderne et l'évolution est plutôt très intelligente et très intéressante sur l'avenir. Bon, mais merci beaucoup d'être venu nous en parler. Barbara. Restez avec nous. Allez, gros plan à présent sur une méthode de management, justement, elle aussi très moderne, assez révolutionnaire, ça va vous intéresser, Johan. Ça se passe aux États-Unis et le principe est plutôt simple. En tant que salarié, vous pouvez décider de partir en congé quand bon vous semble, à une condition, terminer votre tâche dans les temps. Là aussi, on responsabilise le salarié. Regardez ce reportage signé par les équipes du magazine Echo. Travailler dans cette start-up américaine a de nombreux avantages. Bonbons à volonté, cours de gym lors de la pause déjeuner et ambiance détendue. Mais le plus surprenant reste sûrement les vacances, illimitées pour tous les employés tant qu'ils terminent leur travail dans les temps. Une petite révolution dans un pays où les congés payés ne sont pas obligatoires. Nos employés sont très investis dans leur travail et ils ne font pas des horaires de bureau traditionnels. Ils s'organisent eux-mêmes. Donc on a décidé de les traiter en adultes et cela crée une meilleure relation entre l'entreprise et ses salariés. Netflix, géant de la vidéo à la demande, a été le premier, il y a une dizaine d'années, à autoriser les vacances à volonté. Depuis, d'autres ont suivi, surtout dans le secteur d'Internet. Cory travaille chez HubSpot depuis 2 ans et demi et rentre tout juste d'un voyage en Amérique centrale. Un séjour qu'elle n'aurait pas pu organiser dans une autre entreprise. Mais pour elle, ce qui fait une vraie différence, c'est la flexibilité au quotidien. Les gens sous-estiment à quel point c'est pratique au quotidien. Oui, je me suis pris plein de super vacances depuis que je travaille ici. Mais c'est bien aussi de ne pas avoir à compter ses heures quand on a besoin d'aller chez le docteur ou quand on a une course à faire. Mais si sur le papier les vacances illimitées semblent idéales, certains s'inquiètent. Sans obligation de congé, les salariés américains pourraient finir par prendre encore moins de vacances que d'habitude. Aux États-Unis, les gens ont tendance à ne même pas prendre les vacances qu'on leur donne. Il faut leur fournir un cadre. Et puis, il est important que les employés voient que les chefs et les dirigeants aussi prennent des vacances. Vacances illimitées ou pas, cette réticence à poser ces jours de congé semble bien exister chez HubSpot. Ces très sages salariés ne prennent en moyenne pas plus de 2 à 3 semaines de vacances par an. Voilà, c'est un vrai pari de management, cette méthode. Johan, est-ce que c'est du win-win finalement pour le salarié, pour l'entreprise ? Je pense parce qu'en fait, on injecte du sens. Pourquoi vous travaillez et pourquoi donc vous avez le droit de prendre des vacances quand vous jugez que c'est possible. Ça fonctionne très bien. On parlait de responsabilisation tout à l'heure. On est en plein dedans et on se rend bien compte qu'en fait, les gens se responsabilisent et ne prennent pas forcément plus de vacances quand ils ont le droit d'en prendre plus. Alors, voilà, on parlait du café social. Ça m'étonnerait qu'ils payent moins que la valeur d'un café classique. Même voilà, c'est peut-être ça l'avenir responsabilisé. Restez avec nous, Johan, parce qu'on va parler des nuits blanches avec vous. Virginie, Tel Aviv ne dort jamais, c'est bien connu, et encore moins ce soir. Exactement, encore moins le soir de la nuit blanche qui est bien évidemment rythmée par des spectacles, des concerts, les bars sont ouverts. Et puis cette année, eh bien, les matchs sont au rendez-vous sur toutes les plages. Alors tous les lieux culturels sont exceptionnellement ouverts à cette occasion et des animations sont mises en place aussi. Alors ce soir, vous pourrez participer pour ceux qui sont en Israël à la 11e édition de cette nuit blanche que l'on découvre tout de suite en images.
ce qu'il y a de sympa, c'est que ce soir, tout le monde est invité à se balader dans les rues de Tel Aviv et puis à se rendre à tous les petits concerts qui sont proposés. Je vous rappelle que la ville a quand même 105 ans. Elle est appelée la ville blanche grâce à son architecture beau. Je ne vous apprends rien, Barbara. Et puis la nuit blanche fait référence à cette ville, comme vous l'avez dit, qui ne dort jamais. Alors, pour ceux qui sont sur place, quel est le meilleur programme à suivre ? Alors, beaucoup de bonnes choses à faire. Les quartiers qui seront les plus animés ce soir sont bien évidemment le quartier de Florentine, où on aura le droit à des concerts un peu hippie et bobo, le boulevard Rothschild ou encore le port de Tel Aviv. Pour ceux qui ont des enfants, où de nombreux concerts seront organisés, des discothèques en plein air seront mises en place pour vous, Johan, et les musées seront tous ouverts et gratuits pour Barbara. Et des lectures seront organisées un peu dans toutes les langues. Un peu partout, bien évidemment, c'est pour moi. En plus, les restaurants qui proposent ce soir un menu très spécial. Les cafés, les bars fêtent bien évidemment aussi l'événement et des spectacles les plus étonnants les uns que les autres seront proposés à tous les coins de rue. Je vous propose tout de suite d'en voir un. Parmi ceux-là, un événement à ne pas rater ce soir entre 20h et 23h. Ça va vous intéresser, Barbara. Vous pourrez assister à la Wi-Fi Headphone Party. Alors pour ça, il vous suffit de télécharger l'application de station radio 102 FM, une soirée silencieuse en fait. On met le casque sur les oreilles. On met son casque sur les oreilles et puis on danse tous sur la même musique. Alors on peut pas parler entre amis, en tout cas on peut danser et se concentrer sur sa musique et profiter de cet événement qui aura lieu ce soir, place Kika-Rabin. Pour ce qui est des autres événements, et ça je pense que ça pourrait peut-être vous intéresser, Johan, sur la place Abima, ce sera une Bollywood Party qui sera organisée. Les gens pourront danser au rythme des chansons indiennes, comme vous allez pouvoir le découvrir tout de suite sur ces images. Regardez. On les attend toujours. Elles vont arriver. Ça arrive. Ça se passe bien à Tel Aviv. C'était les images de l'année dernière. Exactement. Donc on aura le droit au même spectacle ce soir avec en plus des cours de danse. Ouais. Et alors pour ceux qui ne veulent pas de danse indienne, bien évidemment, on sera à Bollywood ce soir. Et pour ceux qui ne sont pas prêts à faire la fête, vous pourrez toujours aller cuisiner du côté de la gare de Tel Aviv où des cours de cuisine seront organisés et donnés gratuitement à tous ceux qui veulent y assister. Donc, plein de choses à faire et finalement la ville qui sera animée partout toute la nuit. Partout toute la nuit et vous pourrez. Alors pour ceux qui aiment le foot, il y aura donc le mondial et les matchs de foot sur la plage. Ouais. Pour ceux qui aiment la musique, il suffira de se balader dans la rue. Pour ceux qui aiment s'instruire, on aura de la lecture ou des musées ouverts. Enfin, ce soir, vraiment, le programme est énorme. Ouais, évidemment, les galeries. Oui, notamment à Yafo aussi. Là, pour ceux qui sont dans le coin, toutes les galeries seront ouvertes toute la nuit. On a encore quelque chose à voir, un concert ou quelque chose oui, la fête va battre son plein ce soir selon le style que vous aimez. Et puisque je vous parlais de Yafo, j'ai sélectionné parmi tous ces concerts un petit groupe qui se produit souvent dans les petites rues de Yafo sur le marché aux puces. Alors c'est une ambiance plutôt reggae et hippie. Pour ceux que ça intéresse, je vous propose de découvrir ce que ça donne en images. Voilà, et puisqu'on parle de danse, et je sais que vous aimez terminer en musique, Barbara, je vous ai sélectionné un flash mob. Alors cette fois, ça se passe pas
en Israël. Ça n'a rien à voir avec la Nuit Blanche. Rien à voir, on sort complètement de la Nuit Blanche, bien que ce soir on aura le droit aussi à des danseurs brésiliens un peu partout dans la ville. On va aller du côté du Brésil, puisqu'il faut parler Coupe du Monde quand même, on va pas s'en passer. Où on danse aussi, on fait la fête, et pas à l'occasion de la Nuit Blanche, mais tout simplement pour fêter le mondial, avec un joli flash mob que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Là-dessus, merci beaucoup Virginie, le rendez-vous est pris donc ce soir à Tel Aviv, les Nuits Blanches. Merci beaucoup Johan, merci à vous d'avoir été avec nous, passez une très belle journée, portez-vous bien et on se quitte avec le Brésil.